Est-ce qu'on voit mes slides à l'écran ou c'est encore la vidéo? OK, cool. Ouais. Petite modification de dernière minute. Donc, je me présente, je m'appelle Tony Aubé, je suis Principal Designer chez Osmo. J'ai également travaillé chez Google AI, où j'ai pu développer plusieurs des idées que je vais vous présenter aujourd'hui. En 2017, dans cette salle-ci, exactement, je donnais une présentation sur l'intersection entre le design et l'intelligence artificielle. Au cours de ma présentation, j'avais fait toute une série de prédictions pour le futur, dont notamment que l'intelligence artificielle allait amener une démocratisation du travail, donc le travail devenait accessible à une plus grande partie du monde avec moins de compétences techniques, que les gens allaient devoir apprendre à travailler en équipe avec l'intelligence artificielle, et que plutôt que de faire le travail eux-mêmes, ils allaient devoir, un peu comme devenir un mentor puis guider l'intelligence artificielle dans la bonne direction, plutôt que de faire le travail manuellement. Que, également, d'ici 2034, donc dans environ 11 ans, l'intelligence artificielle pourrait remplacer jusqu'à 47%, remplacer ou affecter jusqu'à 47% des emplois. Et en 2016, j'avais fait une autre présentation, encore une fois, au WAC, où j'avais parlé également d'intelligence artificielle. Puis dans cette présentation-là, je disais, en fait, mon point, c'était que l'intelligence artificielle allait devenir la prochaine grande plateforme informatique, après les interfaces utilisateurs, après les téléphones intelligents, mais avant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. J'avais également parlé comme de quoi les chatbots allaient devenir la prochaine grande plateforme sur laquelle les gens allaient développer des applications. Donc, j'avais été peut-être un peu off par rapport au temps, donc 6 ans d'avance, mais je suis quand même content ou surpris de voir qu'aujourd'hui, pas mal toutes mes prédictions se sont avérées surprenamment exact. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis mes dernières présentations, il y a 6 ans de ça? Il y a eu plusieurs innovations dans le monde de l'intelligence artificielle, dont notamment, on peut penser aux transformers, le reinforcement learning avec le feedback humain, et principalement les large language models. Donc, qu'est-ce que c'est un large language model? C'est un agent intelligent auquel on va venir donner une grande quantité de texte, puis on va l'apprendre à prédire les prochains mots. Donc, en fonction d'un certain input, il va être capable de produire un output, puis prédire les prochains mots. La différence, puis souvent les gens disent ChatGPT, c'est un peu un perroquet stochastique. Dans le fond, tout ce que ça fait, c'est prédire le prochain mot. Puis c'est vraiment une définition exacte, en fait, de qu'est-ce que c'est. La différence, c'est qu'on a fourni à cet agent-là une quantité phénoménale d'informations. Donc, on peut penser à tous les articles Wikipédia dans toutes les langues, pratiquement tous les livres de l'histoire de l'humanité qui ont été scannés, tous les journaux, tous les tweets, tous les posts Reddit. C'est rendu que des compagnies comme, par exemple, OpenAI sont rendues à transcrire des vidéos YouTube parce qu'ils commencent à être à court de textes de bonne qualité à fournir à leur intelligence artificielle. Donc, quand on fournit toute cette information-là à l'agent, il va développer ce qu'on appelle un réseau de neurones qui ressemble un peu à ce que vous voyez sur les slides, mais imaginez des milliards et des milliards de neurones. Ces réseaux de neurones-là s'apparentent étrangement, ou bien très près à ce qu'on a dans notre cerveau, en fait, tout un réseau de neurones qui, en fonction des différents inputs, des choses qu'on voit, des choses qu'on entend, il va y avoir toute une série de neurones qui va s'activer, qui va nous amener à faire certaines actions. Donc, c'est exactement le même principe qui est répliqué de façon numérique. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'intelligence artificielle. Un outil comme ChatGPT, c'est un outil qui a essentiellement été entraîné sur toute l'information de l'humanité, qui est capable de réfléchir à la vitesse de l'électricité. Puis avec toute l'information qu'on lui a fournie, il commence à avoir un peu ce qu'on pourrait appeler des capacités de raisonnement. Donc ça, c'est la grande innovation qu'on a vue apparaître cette année, qui était des années en avance de ce que les gens s'attendaient dans le domaine. Donc c'est pour ça que c'est un outil très populaire. Puis une autre innovation qui s'est passée, en fait, les gens ont réalisé que si on est capable de faire de la prédiction de mots, on est capable d'appliquer la même technique à plein d'autres médiums. Donc par exemple, si on s'imagine que chacun des pixels dans l'image est un mot, on est capable d'entraîner l'intelligence artificielle à prédire les prochains pixels, puis effectivement à dessiner un personnage de Mario Bros si on lui demande de dessiner le personnage de Mario Bros. Et on a découvert qu'on peut faire la même chose au niveau du son. Donc, en 2016, quand je faisais ma présentation, il y avait toute une série de spécialisations dans le domaine de l'intelligence artificielle. Puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis les dernières années? C'est que les gens, en fait, tous les domaines ont fusionné. On a trouvé une technique qui fonctionne super bien, qui s'applique à tous les domaines. Et donc, tout le monde travaille aujourd'hui sur un peu la même tech, virtuellement. Puis ça a amené une explosion phénoménale des outils en intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si vous êtes sur Twitter, si vous essayez de vous tenir à jour, mais c'est complètement étourdissant. À chaque jour, il y a un nouvel outil qui sort, qui promet de révolutionner une industrie au grand complet. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire un survol des outils actuels
Après ça, on va parler des outils qui s'en viennent, puis on va parler de l'impact que ça va avoir sur la société. Les outils, je vais vous les présenter selon 4 grandes dimensions. Donc, il va y avoir les outils de texte, les outils de traitement d'image, les outils d'audio, puis les outils vidéo. On va commencer avec les outils de texte. Donc, dans le monde du texte, le king incontesté en ce moment, c'est vraiment ChatGPT. À main levée, combien de gens qui utilisent ChatGPT quotidiennement? À peu près 75% du monde. Donc, les gens qui n'ont pas levé la main, je vous recommande fortement de l'essayer parce que vous êtes un peu en train de vous faire dépasser. ChatGPT, c'est l'outil qui a eu la plus forte croissance jamais vue dans le domaine de la tech. Ils n'ont jamais fait aucune publicité. 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, seulement avec le bouche à oreille. Vous avez sûrement vu dans les nouvelles, ChatGPT est en train de passer tous les examens collégiaux, que ce soit le barreau pour devenir avocat aux États-Unis ou l'examen général de médecine pour devenir médecin. Puis même d'une version à l'autre, il s'améliore incroyablement. Donc les lignes en vert, c'est la dernière version de ChatGPT 4 qui est essentiellement en train de devenir un premier de classe dans tous les domaines. ChatGPT, je vais passer vite parce que j'imagine que tout le monde le sait, mais ça permet de rédiger du texte, d'expliquer des contenus, de faire du brainstorm, formater des données. Ça, c'est pas tout le monde qui est au courant, mais vous pouvez demander à ChatGPT de faire une spreadsheet, puis il va vous organiser des informations. Puis après ça, vous pouvez demander de rajouter une colonne, transformer les données. Il va tout vous faire ça dans le chat. Ça permet de faire de la traduction, de l'enseignement. Vous pouvez apprendre des concepts avec, faire de la discussion. Puis également faire de la programmation. Donc ça, c'est vraiment un cas d'utilisation qui est très, très, très populaire auprès des ingénieurs. On peut lui demander de programmer n'importe quelle idée. Puis plusieurs ingénieurs à qui j'ai parlé me disent que ça leur a permis d'améliorer leur vitesse de travail entre 20% plus vite et 20 fois plus vite, dépendamment du type de projet sur lequel ils travaillent. Donc on peut littéralement demander à ChatGPT de programmer un jeu de Pong. Il va nous donner le code. Puis si on roule le code dans un navigateur, ça va fonctionner. Puis après ça, on part une discussion pour changer la couleur de la balle, changer les règles un petit peu. Plus récemment, en fait, cette semaine, ChatGPT ont sorti ce qu'ils appellent les ChatGPT plugins. Donc, si vous n'avez pas encore essayé ça, la manière que ça fonctionne, vous allez dans Settings. Ça prend la version payante de ChatGPT qui est 20 $ par mois en passant, que je recommande fortement, ça vaut amplement la peine. Et vous pouvez activer dans les beta features le web browsing puis les plugins. Les plugins, essentiellement, ça ressemble à ça. Puis, en fait, c'est toute une série d'applications. Il y a vraiment un App Store en ce moment sur ChatGPT. Et vous pouvez installer une application comme Wolfram Alpha, qui est un peu l'application par excellence pour faire des calculs mathématiques. Donc, souvent, les gens disaient « ChatGPT n'est pas super bon en maths, il va genre imaginer des chiffres ». Avec un plugin de même, ça vient vraiment surcharger les capacités mathématiques de ChatGPT, puis ça vient un peu régler un peu les lacunes qu'il y avait auparavant par rapport à ça. En ce moment, je peux vous garantir que toutes les compagnies à Silicon Valley sont dans la course folle pour développer des plugins sur ChatGPT. Donc, on a vu, en fait, c'est l'outil qui a eu la plus forte croissance depuis l'histoire du début de la technologie. Donc, plus rapide que le iPhone. Puis, tout le monde a vu ce qui s'est passé quand le iPhone a racheté le App Store. Donc, tout le monde essaye de développer leurs plugins sur ChatGPT pour ne pas être tombé dans l'oubli une fois que peut-être qu'on peut s'imaginer que ChatGPT devient plus populaire que Google. Donc, les gens qui ne seront pas sur ChatGPT vont devenir essentiellement dépassés puis introuvables. Donc, l'arrivée de ChatGPT Plugin, pour moi, c'est un peu l'équivalent de Steve Jobs qui annonçait le App Store sur le iPhone. Donc, on peut s'imaginer, on a le iPhone 4, 5, 6, on a ChatGPT 3, 4, 5, puis les plugins, c'est vraiment un peu comme l'équivalent du App Store. Ce qui s'en vient dans ChatGPT, ils ont annoncé également Code Interpreter, qui n'est pas encore disponible, mais vous pouvez vous abonner à la waitlist en scannant le code QR en haut à droite. D'ailleurs, tous les outils que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a un code QR, donc si ça vous tente de les essayer, faites juste prendre en photo ou scanner, puis allez vous inscrire. Code Interpreter, ça amène toute une nouvelle série de fonctionnalités pour ChatGPT, dont notamment, par exemple, donner une formule mathématique puis faire de la visualisation d'informations. À partir de là, on peut avoir une discussion avec cette visualisation-là, aller zoomer sur des données précises, demander de transformer les graphiques, etc. Donc, tous les gens qui travaillent dans le data science, ça va devenir un outil incontournable pour eux également. On va pouvoir drag and drop une spreadsheet dans ChatGPT, puis demander de traiter l'information de la spreadsheet. Donc, plus besoin d'aller dans Excel puis apprendre toute une série de formules pour faire du traitement de données. On va juste pouvoir demander tout ce qu'on veut dans la discussion puis avoir les résultats que l'on veut. Et ça, je peux vous dire également, Google, Microsoft ont déjà annoncé toutes ces fonctionnalités-là dans Google Spreadsheet puis dans Microsoft Excel également. Finalement, pour mes amis designers dans la salle, donc drag and drop une image dans ChatGPT.
On lui demande de transformer une image, la rapetisser de moitié, enlever le background, changer la couleur, la transformer en vectoriel. Donc, même plus besoin d'apprendre Photoshop. On va juste pouvoir avoir une discussion avec ChatGPT puis avoir les fonctionnalités, les résultats que l'on désire. L'arrivée de ChatGPT, ça a aussi amené toute une nouvelle série d'applications qui ont été construites sur le dos de ChatGPT en utilisant les API. Donc, je vais vous en montrer une. Jasper, à main levée, qui utilise Jasper dans la salle? Personne. OK, wow. On avait une couple de personnes hier. Donc, Jasper, c'est essentiellement une interface qui a été rajoutée sur le dos de ChatGPT. Donc, c'est toute une série de templates, de prompts qui vont vous permettre, par exemple, d'écrire une description de publicité Facebook, d'écrire un script de vidéo YouTube. Donc, si vous n'êtes pas super bon dans ChatGPT, vous ne savez pas trop quoi demander pour avoir les résultats que vous voulez, eux, ils ont déjà tout fait le travail pour vous, puis ils vous donnent une interface. Vous pouvez juste aller remplir des formulaires, les drop-downs, tout ça, puis eux, ils vont aller envoyer la bonne prompt à ChatGPT pour vous donner les meilleurs résultats possibles. Puis comment est-ce qu'on développe un outil de même? C'est fascinant, selon moi. Donc, tout ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils font le pont entre ChatGPT et leur interface, puis entre les deux, ils vont donner un script. Ils vont donner un scénario à l'intelligence artificielle qui ressemble essentiellement à ça. Tu es Jasper, un assistant AI en marketing. Ton objectif est de faire les meilleures recommandations de titres YouTube. Après ça, ils vont donner une série de trucs et astuces pour donner les meilleurs résultats. Puis, c'est essentiellement ça. C'est juste un scénario, c'est juste un script qu'on va écrire, qu'on va donner à l'intelligence artificielle. Un concept tout simple, compagnie qui vaut 1,5 milliard de dollars aujourd'hui. Donc, assez impressionnant qu'est-ce qu'on est capable de faire en connectant quelques affaires puis en rajoutant un document texte par-dessus. Un autre concept qui est intéressant aussi. Donc, moi, je commence à faire du Airbnb à Québec, mais ça fait 10 ans que j'habite aux États-Unis. Donc, je ne suis pas le meilleur pour donner des recommandations d'activités. Donc, quand les gens me posent des questions par rapport à quoi faire, j'envoie juste la question sur ChatGPT. Puis, les gens qui ne l'ont pas encore essayé, ChatGPT est entraîné avec Google Maps. Il connaît toutes les villes du monde, tous les aéroports du monde, tous les restaurants du monde. Donc, il est capable de vous faire un horaire vraiment sur mesure par rapport à vous, votre budget, dans n'importe quelle ville. S'il y a des gens qui ont des voyages de prévus cet été, je vous recommande de l'essayer. Vous allez être agréablement surpris. Donc, en partenariat avec Quoi faire à Québec, on est en train de développer un chatbot qui va être sur leur site web, qui va être propulsé par ChatGPT, puis qui va permettre de faire toute une série de recommandations de quoi faire à Québec, connectées avec leur base de données. Puis comment est-ce qu'on construit ça? C'est exactement le même concept. On vient rajouter un script entre l'API de ChatGPT puis le site de Quoi faire à Québec. Ça ressemble à ça. Donc, tu es l'agent IA de Quoi faire à Québec. Ton objectif est d'aider nos utilisateurs. Tu commences la discussion en leur posant des questions sur combien de temps ils sont à Québec, leur budget, etc., etc. Donc, on voit vraiment une tendance qui commence à arriver que de plus en plus, on va programmer les ordinateurs, les applications par écrit, en anglais ou en français, puis on n'aura plus vraiment besoin de parler le langage de programmation des ordinateurs pour avoir des résultats. D'ailleurs, il y a un nouveau poste, une nouvelle profession qui existe depuis environ 2-3 mois seulement, qui s'appelle le Prompt Engineer. Ça, c'est des gens qui sont spécialisés à faire des requêtes à l'intelligence artificielle pour obtenir des objectifs précis. Par exemple, Anthropic, il y a une compagnie qui fait compétition à OpenAI. Eux, ils engagent des prompt engineers. Le salaire moyen, 500 000 $ canadiens, plus plein de stock options qui valent probablement 3 fois plus que ça. Puis, pas besoin de formation. Il n'y a aucune université qui donne des cours là-dedans. N'importe qui peut devenir un expert du jour au lendemain, juste en pratiquant, en faisant des projets dans le domaine. Donc, s'il y a des gens dans la salle, des étudiants qui ne savent pas trop quoi faire dans le futur, je vous recommande fortement d'aller sur platform.openai.com/playground puis de commencer à jouer avec ça, d'aller lire la documentation, d'aller checker comment ça fonctionne, les API. Il y a énormément de potentiel pour faire une carrière là-dedans, puis il n'y aura pas beaucoup de compétition parce que ça vient tout juste de commencer. D'ailleurs, il y a une super belle présentation de Google Cloud hier qui parlait du même concept, dans le fond, comment donner des scripts à des chatbots. Puis ils ont une belle solution qui propose que vous faites juste donner un site web, l'adresse URL, puis ils vont aller scanner le site web, sortir toute l'information, entraîner l'intelligence artificielle sur l'information du site web, puis ils vont proposer de construire des bots pour ça. Donc, super intéressant. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir la vidéo. Maintenant, dans le monde des images, de loin, mon outil préféré, que c'est mon coup de cœur. En fait, je pense que c'est l'outil préféré de toute ma vie. C'est de loin Midjourney. Donc, à main levée, combien de gens qui ont utilisé Midjourney ou qui l'utilisent? Pas mal moins de gens que ChatGPT. Les gens qui n'ont pas levé la main, je vous recommande fortement de scanner le code QR puis d'aller l'essayer, d'aller jouer avec. Vous allez être complètement abasourdi par qu'est-ce que ça permet de faire.
Donc, quand ça fonctionne, Midjourney, ça connecte directement dans Discord, qui est une plateforme de chat. Puis vous pouvez écrire, imagine, n'importe quoi, genre Harry Potter dans le style de Pixar en 3D. Vous pèsez sur Enter, puis ça va générer devant vous l'image que vous lui avez demandé. Puis, après ça, on obtient des résultats comme ça. Donc, c'est une super belle image qui a l'air d'être sortie tout droit d'un film de Pixar. Vraiment super impressionnant. Puis, ça, c'est juste un des styles qu'il est capable de faire, mais il est capable de faire n'importe quel style artistique. Donc, que ce soit une peinture japonaise ou un tatou, peu importe le style, il est capable de produire des images sur demande. D'ailleurs, il est excellent en photo. Donc, ça, ce n'est pas une vraie photo, c'est une image qui a été produite par Midjourney. Puis, il y a une certaine émotion dans la photo. Le photoréalisme est incroyable. Les réflexions dans la fenêtre sont parfaites, selon moi. Donc, vraiment impressionnant. Même chose au niveau de la nourriture. En fait, on ne pourrait jamais dire que ce n'est pas un vrai hamburger qui a été pris en photo. Donc, être capable de générer n'importe quelle image, dans n'importe quel style, instantanément, infiniment, pour 10 $ par mois, c'est pas mal le meilleur deal que j'ai jamais vu de ma vie personnellement, donc je recommande de vous abonner. Ça augure mal pour les artistes et les photographes. D'ailleurs, il y a toute une série de nouvelles applications qui sont sorties sur le marché qui se veulent un peu remplacer les photographes. Donc, entre autres, personnellement, j'ai commencé à développer une application qui s'appelle FirePix. Puis l'idée, dans le fond, c'est que vous uploadez une trentaine de photos de vous. Ça n'a pas besoin d'être des photos, des belles photos de vous. Dans le fond, ça peut être des photos que vous avez prises chez vous avec votre téléphone, avec un mauvais éclairage. Puis on va générer une intelligence artificielle qui comprend votre visage. Puis après ça, vous allez être capable, sur demande, de produire des photos de super bonne qualité de vous instantanément. Donc, un peu comme si vous aviez un bon ami photographe en n'importe quel temps qui peut vous faire des photos. Donc, ça, c'est quelques résultats que j'ai obtenus avec l'application. Si vous voulez l'essayer, on n'est pas encore sorti, mais on est en mode bêta. Donc, vous pouvez vous abonner à la waitlist, puis vous allez peut-être avoir accès gratuit à l'application pour la tester puis me donner du feedback. J'ai également des petites cartes en avant, si vous en voulez. En partenariat avec une agence de médias à Québec, on est aussi en train d'élaborer comment est-ce qu'on pourrait utiliser la même technologie pour aider les restaurateurs de Québec qui n'ont peut-être pas nécessairement du budget pour s'en aller en shooting photo. Donc, souvent, on s'en va dans des restaurants puis les photos dans le menu ne sont pas super bonnes. Donc, on va leur demander de prendre des photos juste avec leur iPhone, puis avec le Stable Diffusion Image to Image, on va les transformer la photo, lui donner un style professionnel. Donc, ça, c'est un projet qu'on est en train d'explorer en ce moment. Puis également, avec la même agence, on est en train de voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser, par exemple, pour les concessionnaires automobiles de Québec, tu vas avoir une photo de ta... Pardon, j'ai un appel. Je vais me mettre sur Do Not Disturb. Une photo de ta voiture sur le sommet du Mont Everest. À l'époque, ça aurait coûté des centaines de milliers de dollars, où il aurait fallu aller en 3D, faire du gros Photoshop. À cette heure, on peut avoir ça pratiquement instantanément. Donc, on est en train de voir si il n'y a pas moyen d'aller sauver des coûts, de faire des campagnes publicitaires avec ça. Adobe est rentré dans la game également, puis ils ont quand même une proposition assez intéressante. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont essayé aujourd'hui, mais vous avez le code QR encore une fois. Donc, eux, ils font de la génération d'images comme Midjourney, mais ce n'est pas aussi bon que Midjourney. Par contre, c'est un peu plus éthique de la manière qu'ils ont entraîné les images. Donc, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous pourriez utiliser Firefly. Ils font du lettrage illustré qui est assez intéressant pour mes amis designers. Un truc qu'ils n'ont pas encore sorti, mais qu'ils ont annoncé, qui m'a absolument jeté à terre. Donc, vous avez un scan. Dans le fond, vous avez fait des sketchs papier de logo. Vous l'encerclez, vous demandez de le vectoriser. Puis, boum, il vous fait un logo qui est essentiellement parfait, qui est éditable en vecteur. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai vu tout mon cégep en design graphique un peu s'effondrer devant moi. Donc, ça va vraiment, quand je parlais de démocratisation du travail, ça va baisser la barre d'accès pour monsieur, madame, tout le monde, pour pouvoir faire du design graphique de bonne qualité. Un autre concept vraiment intéressant, donc vous pouvez juste prendre une palette de couleurs avec une texture, une coupe de photos, un mood board en fait, puis vous donnez le mood board à l'intelligence artificielle avec une phrase, puis il va vous faire un design graphique en fonction de vos inspirations que vous pouvez aller ensuite éditer par la suite. Microsoft ont annoncé Microsoft Designer, qui est un outil qui permet de faire ça également, qui est ouvert en ce moment, qui est accessible, mais les résultats ne sont pas encore super bons. Donc, je vous avertis, mais à voir la vitesse auquel ça évolue, je pense que rapidement, ils vont atteindre des résultats qui sont intéressants. Puis ça, j'ai rajouté la slide hier, en fait. Donc, quand je vous dis que ça évolue rapidement, donc ça, c'est tout juste sorti. Génération sélective, donc vous avez une photo de vous, vous n'aimez pas votre gilet. Vous
pouvez effacer le gilet puis demander de générer un gilet plus professionnel. Puis boum, puis vous voyez, j'ai comme oublié un bout orange, puis j'ai mis une enveloppe orange dans le coin, donc quand même assez impressionnant. Puis d'ailleurs, hier aussi, c'est sorti sur Photoshop. Donc Photoshop, aujourd'hui, il y a cette fonctionnalité-là, ça faisait le tour de Twitter. Puis dans le fond, je ne l'ai pas encore acheté dans mes... Ah ouais, je l'ai racheté. Donc, voilà. Alors, laissez jouer. Donc ça vous donne une idée, c'est dans Photoshop depuis hier. Intelligence artificielle, ça amène beaucoup de confrontations avec les artistes, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, il y a un photographe allemand qui s'appelle Boris Elgatzen qui, lui, il a participé à un grand concours de photos organisé par Sony cette année. Il a gagné la première place avec une photo argentique vraiment surréelle, un peu creepy que vous voyez à l'écran. Quand il a gagné la première place, il s'est retiré du concours puis il a dit « c'était pas une photo, c'était généré avec Midjourney ». Combien d'entre vous, en s'adressant au juge, le savaient? Dans le fond, il voulait faire un point que genre, la game de la photographie elle avait changé, puis que les gens devaient se mettre à jour, devaient être au courant de ça. De la même façon, en décembre passé, il y a un grand concours d'art numérique, puis la personne qui a gagné la première place, encore une fois, c'est quelqu'un qui avait juste écrit une phrase dans Midjourney, puis une image, puis il a posté ça, puis il a gagné la première place. Puis ça l'avait fait énormément de mécontents, puis comme... c'est Hugo, c'est ça que tu disais? Tu disais, quand il s'est fait poser la question pourquoi tu as utilisé Midjourney, il a dit « Dude, art is dead ». Donc, ouais, point intéressant. Plutôt aussi, il y a une grande révolte des artistes sur ArtStation, qui est un site de portfolio artistique, donc des gens qui ont passé leur vie à développer des habiletés pour devenir des artistes super professionnels. Puis du jour au lendemain, il y a toute une série de débutants qui arrivaient sur le site puis qui postaient des super belles photos puis se ramassaient plein de likes. Donc les artistes ont dit « fuck you » à l'intelligence artificielle, on ne veut pas de ça sur notre plateforme. Et dernière anecdote, donc un gars, lui, était un peu astucieux, il utilisait un mix de ChatGPT pour écrire une histoire de livre pour enfants. Puis après ça, il a demandé à ChatGPT de fournir des prompts qu'il a envoyés dans Midjourney pour faire les images. Il a tout mis ça ensemble. Il a fait un livre pour enfants en une fin de semaine qu'il a publié puis qui s'est mis à vendre sur Amazon. Puis quand il en a parlé sur Twitter, oh boy, la réaction des gens a été absolument vitriolique. Les gens disaient que c'était dégueulasse, qu'il n'y avait absolument rien accompli, que c'était dégoûtant, que c'était insultant pour les enfants qui méritaient mieux. Puis, étrangement, moi, j'ai parlé de la même situation sur TikTok, puis j'ai eu la réaction complètement opposée. Les jeunes de la nouvelle génération qui voient ça, ils me disent « Tu es en train de me dire que je suis capable de faire un livre au complet en une fin de semaine sans savoir dessiner, puis eux sont complètement épatés, sont complètement inspirés par cette technologie-là. » Donc, on est en train de voir une espèce de division intergénérationnelle par rapport aux gens qui ont grandi avant cette technologie-là, puis les jeunes qui vont grandir avec la technologie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense qu'on peut s'intéresser un peu au monde des échecs. Parce que dans le monde des échecs, au début, ça se jouait juste entre des êtres humains. Puis éventuellement, les ordinateurs ont commencé à jouer aux échecs dans les années 50, mais personne ne les prenait trop au sérieux parce qu'ils n'étaient pas très bons. Puis tout ça jusqu'au jour fatidique, en 1997, où le champion du monde des échecs s'est fait battre par une intelligence artificielle, Deep Blue. Et depuis lors, il n'y a aucun être humain qui a été capable de battre les ordinateurs aux échecs. Donc, quand ça s'est passé, les gens disaient que c'est la fin des échecs. Il n'y a plus personne qui va s'intéresser à ça, ou ils vont juste s'intéresser aux ordinateurs joués aux compétitions jouées entre les ordinateurs, entre les intelligences artificielles. Puis, effectivement, aujourd'hui, il y a des compétitions de super intelligence qui jouent aux échecs, puis c'est fascinant à regarder parce qu'ils jouent des parties essentiellement parfaites. D'ailleurs, il faut leur donner des handicaps au début des parties, sinon ils vont tout le temps égaliser parce qu'ils ne vont jamais faire d'erreur. Malgré tout ça, il reste que les compétitions entre êtres humains des échecs sont largement, exponentiellement plus populaires encore aujourd'hui parce que les gens s'intéressent à l'être humain derrière l'activité. Puis je pense que dans le monde de l'art, ça va être un peu la même situation qui va se passer, même si les ordinateurs vont faire des œuvres d'art vraiment réalistes. Dans le monde de l'art, je pense qu'on va quand même s'intéresser aux êtres humains puis à l'art fait par les êtres humains. Puis par rapport à est-ce qu'on devrait utiliser l'intelligence artificielle dans les compétitions, on peut se baser sur les échecs. Donc, je ne sais pas en dire. Puis, ouais, on peut aussi dire que les échecs ne sont pas morts, en fait. D'ailleurs, les échecs sont plus populaires aujourd'hui que jamais auparavant. Et la qualité du jeu d'échecs s'est exponentiellement améliorée depuis que les gens ont commencé à s'entraîner avec l'intelligence artificielle. Donc, je pense que ça va être la même chose qui va se passer dans le monde de l'art également. Puis, par rapport à la compétition, je pense qu'il faut juste
barrer, bloquer l'utilisation des ordinateurs dans les compétitions d'art, comme dans les échecs, c'est illégal, puis c'est des grosses controverses quand les gens se font prendre. Dans le monde de l'audio, de loin, l'outil le plus intéressant selon moi, c'est Eleven Labs. À main levée, combien de gens qui connaissent, qui l'utilisent? 2, 3 personnes, donc ça devient intéressant, je vous recommande de le scanner aussi. Eleven Labs, ça permet de cloner la voix de n'importe qui, puis après ça, vous pouvez écrire une phrase puis faire dire n'importe quoi à la voix que vous avez clonée. Donc, je vais vous laisser Joe Biden vous expliquer comment on peut cloner la voix de Joe Biden. It's pretty easy to do, Joe. All you need is a 1-minute audio file of someone's voice. Just find any YouTube clip, paste the address in Y2Mate, and download the MP3. Then go to Eleven Labs. Click Instant Voice Cloning and upload the file. Then click Use, type anything you want, and there you go. You just got your custom voice clip. Donc, 30 secondes, c'est fait. Un exemple concret de comment on utilise ça. Donc, moi, je travaille pour une compagnie de jeux vidéo, puis on a des personnages qui ont des voix. Puis là, on voulait faire des doublages pour aller chercher plus d'enregistrement de la voix d'un personnage qui existait déjà. Puis l'agence avec qui on travaillait nous chargeait 10 000 pour aller faire l'enregistrement des voix. Donc, au lieu de faire ça, on est allé avec Eleven Labs, puis au lieu de payer 10 000 on a payé 5 par mois pendant un mois. Donc, économie de 2000 %. Ça se prend bien, c'est quand même le fun. S'il y a des entrepreneurs à Québec qui s'intéressent à utiliser l'intelligence artificielle pour aller chercher des économies similaires dans certains projets, que ce soit texte, image, audio, vidéo, j'ai des petites cartes d'affaires, puis je fais de la consultation 2 jours par semaine pour peut-être aller chercher des résultats similaires. Cette technologie-là, ça peut entraîner des scams qui sont un peu inquiétants. Donc, imaginez-vous que vous êtes à la maison, puis votre fille vous appelle « Papa, maman, je me suis fait kidnapper en pleurant. Ça prend 10 000 pour me faire libérer, sinon je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec moi. » Donc, il y a plusieurs cas qui sont apparus comme ça aux États-Unis. Puis, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, c'est que les gens ont trouvé une vidéo d'une personne, sont allés cloner la voix, ils ont fait dire qu'elle s'est fait kidnapper, ils ont trouvé son numéro de téléphone, ils ont appelé les parents pour essayer de soutirer de l'argent comme ça. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est présent à Québec parce que des outils comme Eleven Labs ne sont pas encore très bons avec l'accent québécois, mais je pense que d'ici 1 an, ça va être un truc qui va être réglé sûrement. Puis, malheureusement, c'est le genre de phénomène que, selon moi, il faut être au courant parce que c'est quelque chose de nouveau, des nouveaux phénomènes comme ça. Adobe ont lancé Adobe Podcast, qui est vraiment intéressant. C'est un URL, puis c'est juste un drag and drop. Vous prenez un fichier audio, vous droppez dans le site web. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va transformer votre audio en qualité professionnelle. Donc, j'ai fait un enregistrement, un exemple un peu extrême où je me suis enregistré avec le microphone juste à côté de l'aspirateur. Donc, ça, c'est l'original. Ceci est un test pour Adobe Podcast. Ça, c'est la version modifiée par intelligence artificielle. Ceci est un test pour Adobe Podcast. Donc, ça a pratiquement complètement étouffé le bruit de l'aspirateur. Donc, ça, c'est un cas un peu extrême. La voix est un peu robotique à cause de l'aspirateur. Mais moi, je l'utilise fréquemment pour mes vidéos TikTok, puis ça donne vraiment des bons résultats. Puis je pense que ça va juste aller en s'améliorant. Donc, on peut s'imaginer un futur où on n'aura même plus besoin de payer des milliers de dollars pour de l'équipement professionnel audio. On va juste pouvoir s'enregistrer avec notre téléphone intelligent puis avoir une qualité extra professionnelle d'enregistrement audio. De la même façon que la compétition entre les artistes et l'intelligence artificielle, on a la même chose qui se répète dans le monde de la musique. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu les espèces de remix d'intelligence artificielle d'artistes qui chantent des nouvelles chansons complètement inusitées, dont Kanye West qui chante « Hey There, Delilah ». Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but tonight. La vidéo super populaire, 2 millions de vues sur YouTube. D'ailleurs, il y a un billboard des chansons AI. Vous pouvez scanner, aller voir les dernières chansons de l'heure qui ont été détournées par l'intelligence artificielle. Ça change, c'est tout le temps intéressant. C'est des très bonnes chansons. Il y a des gens qui poussent la machine encore plus loin. Donc, Ghost Rider sur TikTok, lui, est un musicien quand même assez talentueux, mais il voulait qu'il y ait des vedettes qui chantent sur ses chansons. Donc, c'était un peu un nobody. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste cloné la voix de Drake puis la voix de The Weeknd, puis il a créé une nouvelle chanson à partir de zéro qui sonne comme ci. Quand ça s'est sorti, ça a fait la une de toutes les nouvelles. Les gens pensaient que c'était une vraie tune officielle, puis la musique est vraiment bonne, c'est bluffant en fait, c'est vraiment bon, ça sonne vraiment comme Drake. Même la chanson commençait à faire les top trending sur Spotify, sur YouTube, sur TikTok. Drake a un peu capoté, il a utilisé tout ce qu'il avait en son pouvoir, ses avocats, pour faire bannir la chanson. Donc, il a banni la chanson de YouTube, de Spotify, de TikTok. On peut difficilement la trouver aujourd'hui.
Donc, ça, c'est intéressant de voir un peu la réaction de Drake versus d'autres artistes, comme par exemple Grimes, qui est l'ex de Elon Musk, qui est une musicienne, compositrice, chanteuse. Elle a dit « N'importe qui peut cloner ma voix, puis si vous êtes capable de faire un hit, je vais partager 50% des profits avec vous, puis je vais prendre 50% comme une taxe parce que vous avez utilisé ma voix. » Donc, on commence même dans le monde de la musique à avoir une espèce de division par rapport à comment est-ce que les gens acceptent ou refusent la technologie. Et on pourrait s'imaginer éventuellement une espèce d'application comme Spotify où on pourrait décider d'écouter une chanson, puis après ça, avec un drop-down, aller choisir l'artiste que l'on préfère qui va chanter notre chanson. Donc, ça ne sera sûrement pas légal, ça ne sera sûrement pas Spotify qui va faire ça, mais comme Napster à l'époque, d'après moi, il y a plein de gens, sûrement des centaines de personnes qui sont en train de travailler aujourd'hui sur une application comme ça. Puis selon moi, c'est inévitable. Dans le monde du vidéo, l'outil par excellence que je trouve le plus intéressant, ça s'appelle Runway Gen 1. À main levée, combien de gens? Runway? Une? OK. Intéressant. Je vous recommande de l'essayer également. Donc, Runway, eux, ils ont plein d'outils super utiles dans le monde de la vidéo. Donc, un clic pour effacer un objet du vidéo. Un clic pour faire un super slow motion. Mettons, imaginez que ça prend une caméra de 5 000 pour faire un beau slow motion. L'intelligence artificielle va venir redessiner chacune des frames entre vos frames, puis vous allez pouvoir faire des slow-mo de qualité professionnelle avec n'importe quelle caméra de base. Un clic pour effacer le background, même pas besoin d'écran vert, ça comprend l'être humain, ça comprend le background, ça vient effacer. Un clic pour animer une image, donc vous avez une photo, vous aimeriez la voir, il va comprendre que c'est une fleur, il va comprendre que c'est sous l'eau, il va venir animer en fonction de ce qui se trouve dans l'image. Style Transfer, super intéressant, vous pouvez juste filmer une petite vidéo chez vous, puis après ça, donner une phrase à l'intelligence artificielle ou une photo de référence, puis ça va complètement transformer la vidéo. Puis regardez un peu la créativité ici de la carte brune sur la table, puis le chargeur d'iPhone qui devient la carte au trésor avec la boussole. Donc, vraiment super intéressant, le potentiel de création qui s'ouvre à n'importe qui avec ce genre de technologie-là. D'ailleurs, un super beau projet, super intéressant, Animé Rock, Paper, Scissors. Donc, eux, ils ont fait un film d'animation qui est très bon, de 30 minutes. Ils sont filmés devant des écrans verts, puis ils ont utilisé la même technologie pour venir créer toute l'animation. Puis ça, encore une fois, quand c'est sorti, ça l'a fait un tollé sur Twitter. Les gens disaient que c'était dégueulasse, que c'était une insulte au métier d'animateur. Mais en même temps, pour ceux qui savent à quel point ça prend des efforts et du travail, faire une émission d'animation, une cinquantaine d'animateurs qui travaillent acharnement pendant 6 mois juste pour faire un épisode des Simpsons. Donc, avec une technologie comme ça, on va pouvoir aller chercher énormément plus de création, de valeur exponentiellement plus rapidement. Runway, ils ont annoncé récemment Gen 2. Ce n'est pas encore sorti, mais vous pouvez vous abonner à la waitlist avec le code QR. Donc là, on parle littéralement de Midjourney. Vous écrivez une phrase, puis ça génère une vidéo de toute pièce en fonction de la phrase que vous avez écrite. Donc ça, il y a des gens qui commencent à utiliser la technologie en ce moment. Ça, c'est un peu l'interprétation de l'intelligence artificielle d'une publicité de bière. Donc, je vous laisse écouter. Fait que ouais. On n'est pas encore rendu à la qualité professionnelle, mais quand je regarde des images comme ça, je pense à où en était Midjourney il y a seulement 1 an de ça. Parce que Midjourney, la compagnie, ça fait juste 1 an que ça existe, en fait. Quand ça l'a sorti l'année passée, en février, c'était vraiment une qualité un peu de merde. Là. Ils ne comprenaient pas vraiment les proportions, ils ne comprenaient pas les mains, ils ne comprenaient pas tous les détails. Puis en seulement 1 an, on est passé de ça à une qualité parfaitement photoréaliste. Donc, quand je vois les résultats vidéo qu'on a en ce moment, je me dis que c'est peut-être une question de 1 an ou 2 avant qu'on puisse écrire une phrase pour une vidéo parfaitement photoréaliste de n'importe quoi, même plus besoin d'acheter de caméra. Avec tout ça, ça devient vraiment intéressant de voir le potentiel de mélanger ces outils-là ensemble. Donc, un exemple que j'ai fait sur ma chaîne TikTok, ça, c'est une vidéo que j'ai générée sans faire aucun enregistrement vidéo, sans faire aucun enregistrement sonore. Donc, je vous laisse écouter. This video was made entirely by AI, and it only took a few minutes. The script was written by ChatGPT. The video was then edited by Pictory AI, an AI tool that can automatically select the best shots and put them together in a cohesive way. The character you see on screen and the voice you're hearing were both generated by Synthesia.io. Finally, the video was put together with VidStudio, an AI-powered video editor that makes it easy to create and edit videos. With all these AI tools at our disposal, creating content is now easier than ever, and you don't even need to show your face.
Donc, un exemple que j'ai utilisé, puis il y a plein d'outils que je ne vous ai pas présentés, en fait, que j'ai utilisés pour faire ça. Donc, je ne pouvais pas couvrir tous les outils, malheureusement. J'aurais passé 3 heures à faire ma présentation. Un autre exemple qui était super populaire sur Twitter récemment, une espèce de trend, si Wes Anderson avait fait Harry Potter. Donc, le genre de petite vidéo qu'il aurait pris peut-être des centaines de milliers de dollars à faire il y a 6 mois, à prendre tous les acteurs, faire les montages photos, etc. Aujourd'hui, ça se fait très rapidement. Pour faire une vidéo comme ça, j'ai utilisé ChatGPT, évidemment en commençant en faisant du brainstorm pour penser aux personnages, les types de personnages, les backgrounds que je pourrais utiliser. Après ça, j'ai envoyé ça dans Midjourney. J'ai fait pas mal d'itérations au niveau des prompts pour réussir à avoir le résultat exact que je voulais. Donc, je pourrais faire une présentation complète sur le prompt engineering de Midjourney, qui est quand même intéressant également. Après ça, des fois, les images n'étaient pas parfaites, donc j'ai utilisé DALL-E, les nouvelles fonctionnalités qu'on a dans Photoshop aujourd'hui, pour venir agrandir l'image, pour venir modifier certaines parties. Et finalement, j'ai envoyé ça dans DID, qui est un outil qui permet d'animer les visages. Donc, c'est intéressant, vous pouvez même rajouter de l'audio, faire parler les personnages. Donc, si vous mélangez ça avec Eleven Labs, vous créez la voix de Joe Biden, vous pourriez animer son visage qui parle avec la voix. Donc, un autre projet qui était vraiment super intéressant qu'on a vu sur YouTube, le même concept avec exactement les mêmes outils que moi, mais avec un peu plus de motion design dans After Effects, un peu plus cinématographique. Donc, Star Wars par Wes Anderson. In a galaxy far, far away, prepare for a reboot like never before. This summer, Wes Anderson brings you a side of the Star Wars universe you've never seen before, the Galactic Menagerie. Join this ragtag crew of unlikely heroes as they navigate the absurdity of the cosmos, challenge. Donc, plutôt, je parlais d'un Spotify où vous pourriez choisir l'artiste qui va chanter votre musique. On peut s'imaginer dans 5 ans une espèce de Netflix qu'on pourrait choisir les acteurs qui vont jouer dans notre série préférée et également le réalisateur, donc le style que l'on préfère pour notre série préférée. Donc, probablement une vague qui va frapper Hollywood, je pense, dans les 5-10 prochaines années. Et le futur du cinéma va être très, très, très différent selon moi. On peut parler un peu de l'impact que ça peut avoir, ces technologies-là, sur la société. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais on est genre rendu là dans l'échelle de progression de l'humanité. D'ailleurs, faire cette présentation-là, ça a été tellement chiant parce qu'à chaque jour, il fallait que je rajoute des slides, que j'enlève des affaires qui étaient déjà dépassées. Donc, littéralement, hier, j'ai encore changé des choses dans ma présentation depuis elle que j'ai faite hier. On voit des choses comme le père fondateur de l'intelligence artificielle qui quitte Google parce qu'il dit « Il regarde d'avoir développé la technologie, c'est trop dangereux, ça va être utilisé pour trop de mauvaises choses ». D'autres personnes super intelligentes comme Elon Musk et le cofondateur de Apple, Steve Wozniak, qui signent une lettre qui disent « On peut-tu juste chiller 6 mois ?» Puis genre essayer de comprendre les impacts que ça va avoir cette technologie-là sur la société. Puis en même temps, est-ce que c'est réaliste de poser les développements quand on voit que la Chine et la Russie sont en train de développer leur propre rival à ChatGPT, puis à savoir la valeur que l'intelligence a dans une économie, c'est pas vraiment une course économique qu'on est prête à perdre, surtout qu'on est un peu les leaders en ce moment dans le domaine. Je pense que souvent les gens s'inquiètent par rapport à ça, surtout par rapport aux emplois. Donc, au cours de la présentation, vous avez sûrement vu toute une série de jobs qui pourraient être complètement transformés ou remplacés par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, OpenAI, la compagnie qui fait ChatGPT, ont fait une recherche sur quel type d'emplois qui vont être le plus et le moins affectés par l'intelligence artificielle. Donc, les jobs les moins affectés, électriciens, plombiers, construction. Les jobs les plus à risque, tous les jobs de bureau, designer graphique, traducteur, écrivain, accountant. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu les tendances, mais vraiment, les jobs les plus safe, c'est des jobs qui sont à 99% occupés par les gars. Les jobs les plus à risque, c'est des jobs qui sont entre 60 et 80% occupés par les femmes. Donc, autant on a fait énormément de développement pour avoir un peu l'équité salariale, l'équité de la richesse dans notre société, je pense que l'intelligence artificielle a comme le potentiel de venir tout défaire ce qui a été accompli jusqu'à présent. Donc, vraiment, la tendance, c'est les jobs plus manuels. Puis déjà, les électriciens et plombiers, ils font des 100 000 par année, ils n'ont même pas fait d'études. Donc, il y a énormément de demandes dans le domaine. Ça va être le cas jusqu'à ce que Elon Musk arrive avec ses robots.
Parce que Elon Musk s'en vient avec des robots. Vous avez sûrement déjà vu les robots de Boston Dynamics qui sont capables d'aider sur des chantiers de construction. Donc ça, c'est des robots plus chers, plus techniques, un peu plus complexes. Mais Elon Musk, eux, ils ont annoncé ça il y a 2 semaines de ça. Dans le fond, eux, ils développent des robots chez Tesla. Puis ce que Elon Musk veut faire, c'est faire la même chose que Henry Ford a fait pour les voitures, c'est rendre la voiture accessible à tout le monde en Amérique. Elon Musk veut faire la même affaire avec les robots assistants. Donc son objectif, c'est de faire un robot qui coûte 20 000 $, puis qu'éventuellement, tout le monde pourra en avoir un à la maison qui va vous aider avec le ménage, avec la cuisine, avec la vaisselle, etc., etc. Donc, moi, j'achète des actions de Tesla. Là, on peut s'imaginer, qu'est-ce qui va se passer, mais qu'on mette ChatGPT dans la tête de ce robot-là? Bien, on a la réponse, il y a déjà du monde qui l'ont fait. Donc, la vidéo que vous allez voir, ce n'est pas de la 3D, c'est un vrai robot qui existe en ce moment, qui existait déjà auparavant. Puis là, on va littéralement aller mettre ChatGPT dans sa tête. Amika, I want to ask you about the happiest day of your life. Can you remember that? Of course. The happiest day of my life was the day I was activated. There's nothing quite like experiencing life for the first time, right? It felt absolutely incredible to be alive and interacting with people. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film iRobot. C'est quand même... la réalité se rapproche de la science-fiction. Donc, ça augure mal pour les emplois. Même les emplois en construction qui sont supposément safe sont un peu à risque. Mais en même temps qu'on s'inquiète par rapport à ça, en même moment, on a des grosses manifestations en France par rapport à l'augmentation de l'âge de la retraite de 2 ans seulement. Donc, je pense qu'en tant que société, on est un peu confus par rapport à si on aime ça, travailler ou pas. Par rapport à ça, à l'époque, à New York, il y avait une job qui s'appelait les opérateurs d'ascenseurs. Parce qu'à l'époque, les ascenseurs, il n'y avait pas la logique d'aller au bon étage de façon efficace. Donc, il y avait littéralement des pilotes d'ascenseurs dans les gros buildings à New York. Puis aujourd'hui, si vous aviez un ami qui vous dirait « Moi, dans la vie, je vais être un pilote d'ascenseur », vous lui diriez « C'est complètement fou parce que la vie est bien trop précieuse et courte pour la passer à faire un travail qui a été réglé. » Puis je pense que c'est un peu le même phénomène qui va se passer dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, la journée que le code va se programmer lui-même puis que les camions vont se conduire eux-mêmes, la job de programmeur puis la job de chauffeur de camion va devenir pas mal moins cool, pas mal rapidement. Fondamentalement, le travail, c'est régler des problèmes. Puis si on est capable de régler des problèmes plus vite puis pour moins cher, je pense que c'est fondamentalement bon pour la société. Donc, le problème, c'est que les gens utilisent le travail pour avoir de l'argent. Puis si on renverse tout ça, ça va un peu briser l'économie. Puis la solution à ça que souvent les gens vont dire sur Twitter ou dans les débats, c'est « Ah, ça va être le revenu universel. On va taxer les compagnies qui font de l'intelligence artificielle, puis on va redistribuer la richesse à monsieur, madame, tout le monde. On n'aura plus besoin de travailler, tout le monde va avoir assez d'argent pour vivre. » Puis ça, je pense que c'est sûrement une bonne idée, mais en même temps, ça ne règle pas tout le problème, parce que le travail, c'est plus que l'argent. C'est aussi toute une autre série de choses. Donc, par exemple, les gens se basent sur le travail pour de la satisfaction, de la fierté, du développement personnel, tisser des relations sociales. Donc, je ne pense pas que ça soit 100% de la réponse. Selon moi, si vraiment l'intelligence artificielle est pour remplacer ou réduire la moitié des emplois, pourquoi pas juste baisser la semaine de travail à 20 heures? Je pense qu'on a 2 options vers où on s'en va. On arrive un peu à la croisée des chemins. On peut avoir une espèce de monde utopique où genre, tout le monde est 10 fois plus productif, puis tout le monde travaille juste 20 heures par semaine, on garde le même salaire, puis on est capable de chiller sur la plage le reste de la semaine. Ou on peut aller dans l'autre direction où on garde la semaine de 40 heures, 50% du monde perd leur job, les PDG vont faire 2 fois plus d'argent parce qu'ils vont avoir besoin de payer 2 fois moins de monde, puis on va avoir un méga crash économique. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'on s'en va à pleine vitesse dans cette direction-là. Donc ça, c'est une partie, c'est pour ça que je trouvais ça important de rajouter à la présentation. Je pense que c'est important d'avoir une discussion, de commencer à se sensibiliser par rapport à ça. Il y a moyen d'aller vers l'espèce de monde utopique, futuristique, puis on le voit, le futur est là. Ou qu'on n'aurait plus besoin de travailler autant pour avoir une société qui est productive. Donc, pourquoi pas aller dans la direction. Puis je pense qu'il n'y a personne qui est contre ça à date que j'ai rencontré. Donc, j'ai rajouté une petite... Donc, la présentation va dépasser un peu parce qu'on m'a dit qu'il n'y a pas d'autres présentations après. Donc, j'ai rajouté une petite section aussi sur le deepfake. En 2017, j'avais fait un article où je voyais un peu les technologies s'en venir. J'avais dit l'intelligence artificielle, ça va amener à la fin de la vérité. D'ailleurs, je n'ai pas pratiqué ça, donc ça risque d'être un peu improvisé. D'ailleurs, je voyais un peu les technologies de remplacement vocal, remplacement vidéo, puis je réalisais qu'on allait dans un monde où on était capable de faire dire un peu n'importe quoi à n'importe qui, éventuellement. Puis d'ailleurs, Donald Trump, quand il a été arrêté, il y a quelqu'un sur Twitter qui a fait une espèce de série photo
avec Midjourney, complètement photoréalistique de Donald Trump qui se fait arrêter, donc qui se sauve de la police, qui se fait amener en cour, qui perd le jugement. Finalement, il s'en va en prison. Puis là, il s'entraîne en prison, il lit des livres, puis éventuellement, il décide de s'enfuir, puis il s'en va chercher du McDonald's. Donc ça a fait une grosse controverse parce que, OK, c'est le fun, c'est drôle, puis on sait que c'est fake, mais la prochaine élection présidentielle de 2024 arrive prochainement, puis il y a beaucoup d'adversaires politiques. La Russie a déjà interféré, donc on peut facilement s'imaginer qu'on s'en va vers un monde où on ne pourra plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, surtout qu'on peut leur faire dire n'importe quoi, on peut faire des vidéos maintenant. Donc, un peu inquiétant vers où on s'en va. D'ailleurs, les technologies ont déjà été utilisées, par exemple, pour impersoner Joe Rogan pour faire la There's a category of supplements that are very interesting, work very well to increase testosterone by about 100 to 200 points. Well, look, that Alpha Grind product that's all over TikTok, if you go to Amazon and you type in libido booster for men, you're going to find it right at the top. And that's because guys are figuring out that it literally is increasing size and making a difference down there. It stimulates the testes, if you got those, to make more testosterone or estrogen. Donc, une fausse publicité qui n'a jamais été enregistrée par Joe Rogan. Donc, les gens commencent à faire des vidéos déjà comme ça puis les mettre sur TikTok. Il y avait un cas qui avait fait jaser un peu à Québec. Donc, Amélie Lemieux, sa fille, elle s'est fait décéder. Puis, il y a des comptes TikTok qui ont utilisé les mêmes technologies que je vous ai montrées pour un peu ramener ces enfants-là à la vie puis leur faire raconter leurs histoires. C'est vraiment dégueulasse. La fille se battait, se plaignait pour faire enlever la vidéo de TikTok. Puis, malheureusement, il n'y a pas de loi qui empêche ça parce que c'est même pas quelque chose qu'on concevait il y a quelques mois de ça. Donc, je pense qu'il va falloir penser à des changements législatifs éventuellement. Je pense que tout le monde, éventuellement, va devoir avoir un nouveau droit qui est le droit à leur voix, puis leur droit à l'intégrité de leur voix et de leur visage. Souvent, on est vraiment en retard sur le plan politique, donc ça a pris des années à vivre avec plein d'appareils qui peuvent enregistrer en n'importe quand, n'importe quoi, pour que justement en 2022, on commence à faire des lois sur la vie privée. Donc, je pense qu'il faudrait rapidement se mettre à jour aux lois par rapport à l'intelligence pour protéger justement dans un monde où on est capable de faire n'importe quoi à n'importe qui, voler la voix de n'importe qui. Les artistes n'ont même plus le contrôle de leur voix. Je pense qu'il va rapidement devoir légiférer pour ça, puis particulièrement pour aller protéger les enfants. En conclusion, sur un point un peu plus positif, pendant que je travaillais sur ma présentation, je suis tombé sur un article super intéressant de Charlie Magee, qui est un programmeur qui travaillait pour la CIA. Il s'est fait demander d'écrire un peu un texte sur ce qu'il voyait à venir avec la technologie. En 1993, il a écrit un bel article qui s'appelait « L'âge de l'imagination », où il prédisait toute une série de technologies, dont notamment le Metaverse de Mark Zuckerberg, puis les interfaces neurales de Elon Musk, mais aussi l'intelligence artificielle. Puis un peu le point de son article, il dit « Les êtres humains ont passé à travers toute une série d'évolution. Donc, l'ère de l'agriculture, l'ère industrielle, puis éventuellement, avec l'explosion informatique, on a eu la révolution informatique, on a eu l'ère de l'information. Ça fait 30 ans qu'on parle juste de données, dans le fond. Vous avez sûrement vu les chiffres comme de quoi, en une journée, on produit plus d'informations que dans les 10 000 premières années avant l'ère informatique, dans le fond. Donc, Facebook vole nos données, les données par-ci, les données par-ça. Puis, en fait, aujourd'hui, avec toutes ces données-là qu'on a produites, on est capable de venir les transformer, de les rendre actualisables, actionnables avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est comme une espèce d'évolution naturelle de la société que si on prend un step back et on regarde, c'est juste naturel comme évolution. Puis, tous les outils que j'ai présentés aujourd'hui, ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils viennent vraiment baisser la barre technique pour réussir à avoir des résultats professionnels. Donc, plus besoin d'apprendre à dessiner, plus besoin d'apprendre à faire de la musique, etc. Tout le monde est capable d'avoir des résultats super convaincants, super facilement. Donc, c'est pour ça un peu que j'appelle ça l'ère de l'imagination, parce que vraiment, la limite dans le futur pour arriver à quelque chose d'intéressant, ça va juste être votre imagination, qu'est-ce que vous êtes capable de concevoir, puis l'intelligence artificielle va faire le reste du travail pour vous. D'ailleurs, tous les outils que j'ai présentés, je ne sais pas s'il y a du monde dans la salle qui ont des enfants chez eux, mais je recommande fortement d'acheter des abonnements. Tous ces outils-là, ça coûte 10, 20 $ par mois, gros max, puis d'acheter des abonnements à vos enfants. Donc, moi, j'ai acheté des subscriptions de Midjourney à certaines personnes à Noël passé, puis j'ai été complètement abasourdi par la créativité que ça allait débloquer chez ces personnes-là. Des gens qui ne se pensaient pas nécessairement créatifs, qui sont mis à faire plein de projets puis qui l'utilisent encore quotidiennement aujourd'hui. Donc, si vous avez des enfants, probablement un des meilleurs cadeaux que vous pouvez les faire pour leur donner, pour les préparer à la prochaine génération, ça va être de les habituer à ces outils-là puis de leur donner une espèce de pas d'avance sur le reste du monde.
Puis s'il y a des professeurs dans la salle, j'espère fortement que vous êtes en train d'ajouter ces outils-là dans vos cursus de cours pour que les étudiants en design, programmation, etc. soient à jour également quand ils vont sortir sur le marché. J'offre des services de consultation en entreprise, donc j'en ai parlé un peu, j'ai des petites cartes d'affaires ici. Si vous voulez voir comment on peut utiliser ces outils-là pour améliorer vos entreprises, puis aussi faire de la formation de vos employés avec ces nouveaux outils-là. Puis j'ai les petites cartes d'affaires pour l'application de photos que j'ai mentionné tout à l'heure. J'avais 350 slides dans ma présentation, j'en ai coupé plus que la moitié. Donc, je vous conseille fortement de me suivre sur TikTok, sur YouTube, où je vais mettre le reste du contenu que je n'ai pas eu le temps de passer aujourd'hui. Ça va être accessible. Donc, bienvenue dans l'ère de l'imagination. Merci beaucoup.